Aujourd'hui, on est le 7 octobre, un an après les fameux événements du 7 octobre qui étaient liés à l'attaque justement du Hamas contre Israël. Ce jour-là, donc, une série d'attaques coordonnées a plongé Israël dans le chaos et depuis, on a abouti à l'un des conflits les plus violents depuis des décennies. Et cette attaque a bouleversé la région, le Moyen-Orient. Risque d'entraîner une guerre totale et continue à avoir des répercussions majeures. Le Moyen-Orient aujourd'hui est en ébullition dans une spirale de violence sans fin. Les opérations militaires, loin d'apporter la paix, semblent au contraire attiser la guerre. La guerre se propage aujourd'hui à Gaza. Elle se propage. La guerre aujourd'hui est à Gaza. Elle continue, en dépit des annonces israéliennes, une victoire. La guerre s'est propagée au Liban et elle risque potentiellement même de s'étendre à la Syrie, à l'Irak, à l'Iran. Et il y a une réalité, celle d'un échec israélien. Les otages sont encore détenus à Gaza. Aujourd'hui, leur nombre est passé de 230 au début à 100 et encore à l'instant même, on annonce le décès d'un otage et parmi eux, 48 sont morts, certains suite à des frappes israéliennes. Quand on voit un peu la perspective aujourd'hui, Israël a promis de tout faire pour libérer les otages. Ces promesses ne sont pas tenues. Elles sont révélées inefficaces. Et bien que leur nombre a diminué avec environ 100 otages encore retenus, ils demeurent donc aujourd'hui des sortes de victimes invisibles en Israël, exposées au même danger que les civils palestiniens, en fin de compte, sous les frappes israéliennes. En Israël d'ailleurs, les familles des otages sont devenues les principales voix de l'opposition au gouvernement Netanyahou. Elles expriment publiquement leur frustration, accusant le Premier ministre d'avoir justement détourné l'attention de leur sort pour se concentrer sur l'élargissement du conflit et aboutir en fin de compte à un schéma politique. C'était l'objectif de sa carrière, la guerre, la guerre, la guerre. Alors que les familles d'ailleurs appellent à des négociations, à un cessez-le-feu. Netanyahou les a systématiquement non seulement ignorés, mais aussi abouti à une extension justement du conflit. Pourtant, le bilan humain est là, il est tout simplement désastreux. On a plus de 45 000 Palestiniens qui ont perdu leur vie à Gaza, 95 000 et plus même de blessés. Au Liban, on a plus de 2 000 personnes mortes depuis seulement 3 semaines et presque 10 000 blessés. 1 million de réfugiés à Gaza, n'en parlons plus, tout le monde est pratiquement réfugié. Ces frappes, au Liban comme à Gaza, témoignent d'une logique d'escalade militaire qui ne respecte plus les frontières et les règles de la guerre. Et une des principales choses est que le droit humanitaire, censé protéger les civils en temps de guerre, semble avoir été strictement bafoué dans ce conflit. Les conventions de Genève, par exemple, qui imposent des restrictions strictes sur les méthodes et les moyens militaires, exigeant que toute opération militaire soit proportionnée et discrimine clairement entre cibles militaires et civiles, sont largement violées, à Gaza comme au Liban. On a vu à Gaza, par exemple, l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle, Where is Daddy, pour cibler les familles des membres du Hamas. Au Liban, on a vu aussi l'utilisation des beepers, qui sont des attaques indiscriminées, y compris contre les secouristes. On voit aujourd'hui des ciblages d'hôpitaux. Pour revenir à Benjamin Netanyahou, il a joué un rôle clé en fait dans l'intensification de ce conflit. À plusieurs reprises, depuis un an, des initiatives de cessez-le-feu ont été proposées par la France, par les États-Unis, par les pays arabes, etc., etc. Mais Netanyahou a systématiquement refusé ces offres. Il a saboté les négociations de manière délibérée, aboutissant notamment à la poursuite de la captivité des otages israéliens. À Gaza, il a refusé les propositions de trêve, étendu les opérations militaires visant systématiquement les zones civiles. Au Liban, il a provoqué des tensions en intensifiant les frappes contre le Hezbollah, ciblant des dirigeants stratégiques qui acceptaient même les conditions liées, par exemple, à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais dans toute cette situation, Israël n'a pas appris de leçon. Le 11 septembre 2001, la géopolitique mondiale a conduit les États-Unis dans des guerres coûteuses, infructueuses, en Irak notamment.
L'invasion de l'Irak, censée éradiquer justement les armes de destruction massive, les régimes autoritaires, n'a fait que renforcer l'Iran dans la région en déstabilisant un peu plus le Moyen-Orient. Pire encore, cette invasion a provoqué la naissance de groupuscules extrémistes comme Daesh. Daesh est en effet né dans les geôles américaines en Irak dans un contexte de chaos, profitant du vide sécuritaire après l'invasion américaine. En Syrie, après Daesh a étendu encore son influence, plongeant le pays dans une guerre civile dévastatrice. Et en Irak, il a semé la terreur à grande échelle. Donc, cette montée en puissance du groupe rappelle aussi que l'éradication d'un ennemi sans plan peut donner lieu à l'émergence de formes encore plus dangereuses, comme on peut le craindre à Gaza, comme on pourrait le craindre au Liban. Et on retrouve un peu ce phénomène d'ailleurs dans la trajectoire du dirigeant de facto du Hamas, Yahya Sinwar, qui a été radicalisé comme Daesh pour les Américains dans les geôles israéliennes. Sa montée en puissance au sein du Hamas est symptomatique justement des dynamiques de violence qui naissent dans un contexte de répression et de guerre. Et pour revenir à Netanyahou, Benjamin Netanyahou ne cache pas ses ambitions. Ces dernières semaines, il a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de redessiner un nouveau Moyen-Orient par la force. Dans ses discours récents, il a affirmé qu'une réorganisation régionale était nécessaire pour garantir la sécurité d'Israël, suggérant que seul un nouveau ordre mondial pourrait justement stabiliser la région. Il voit donc cette guerre non pas comme un moyen de libérer les otages, mais plutôt de réorganiser la région. À quel prix? Il n'a pas pris en compte, en fin de compte, les leçons du 11 septembre pour les États-Unis. Les leçons du 7 octobre pour Israël n'ont pas encore été digérées. Et on voit que ce n'est pas une date de commémoration. Elle doit servir aussi à rappeler justement les leçons du passé et l'exigence d'une paix durable. Et l'une des conditions pour cette paix durable est justement de permettre l'autodétermination des peuples, et notamment du peuple palestinien, qui plus que jamais doit avoir son État. Toute justice et le respect des droits des peuples ne pourront qu'être qu'au cœur des discussions. Et c'est là où on verra si le cycle de violence doit se perpétuer avec les conséquences qu'on voit et qui pourraient être encore pires ou non. Bonne journée.